Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce moment de partage de connaissances et d'expériences. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Je suis Dieudonné Mbeng. Je suis agent de recouvrement à la MEPC. J'ai un master en banque et finance et je suis un pur produit de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, en abrégé UG. J'ai actuellement 5 ans d'expérience sur le terrain et j'ai commencé comme tout le monde comme stagiaire académique au Crédit communautaire d'Afrique et aujourd'hui CCA Bank. Stages qui m'ont permis de m'imprégner des us et coutumes de l'activité bancaire. Ensuite, j'ai été recruté comme stagiaire professionnel à la MEPC. À la fin de mon stage, j'ai été recruté comme appui au guichet. Étant à ce poste, j'ai donc eu une vue globale sur la clientèle, à savoir faire la prospection, travailler sur mon portefeuille client, les fidéliser tout en apportant des solutions idoines à leurs différentes préoccupations et enfin répondre de temps en temps aux clients mécontents. Mes aptitudes m'ont permis un an plus tard de commencer à analyser les dossiers de crédit, à les mettre en place et naturellement suivre le remboursement. Cela a été une expérience très enrichissante. Et juste après, j'ai été nommé agent de recouvrement, poste que j'occupe aujourd'hui depuis 2 ans. Et voilà un peu en quelques minutes ma brève présentation. Alors, compte tenu que j'ai ce souci de partager mes connaissances et mon expérience professionnelle, j'ai décidé d'aborder le thème comment faire un rapport d'expertise pour évaluer une garantie hypothécaire dans le cadre d'un dossier de crédit. Alors, je vais vous demander de prendre un bloc-notes car je vais essayer de vous donner beaucoup de contenu et de valeur dans ce partage. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez, le crédit fait partie de l'activité d'une banque ou une microfinance. C'est une opération à laquelle une banque met à disposition une somme d'argent, moyennant une promesse de remboursement dans un délai généralement convenu par les deux parties à l'avance. Cet acte a pour objectif de couvrir les besoins de financement et la banque étant une institution qui valorise le développement économique et social d'un pays réalisera ainsi cette mission très risquée et qui nécessite beaucoup de prudence. La banque va ainsi prêter l'argent à un agent a besoin de financement tout en se couvrant contre le risque de non-paiement à l'échéance de l'emprunt octroyé. Alors, pour couvrir donc les risques liés à son activité de crédit, la banque va recueillir les garanties des clients. Ce sont les moyens que la loi met, du moins est-ce que la loi ou la convention des parties accordent aux banquiers pour garantir l'exécution des obligations, quelle qu'en soit leur nature juridique. Permettez-moi donc de revenir sur la notion de risque. Il est important de dire qu'un risque est tout simplement une probabilité de perte. Et au cours de leur activité, les banques sont exposées à une vaste série de risques qui sont les risques financiers, les risques opérationnels, les risques d'exploitation et les risques accidentels. Dans cette capsule, donc, le risque financier sera celui qu'on va aborder et spécifiquement le risque de crédit et d'insolvabilité. Lorsqu'une banque reçoit une demande de crédit d'un de ses clients, elle analyse le risque qu'elle encourt en lui consentant le crédit sollicité. À la fin de cette analyse, elle va décider d'octroyer ou pas le crédit demandé. Alors, il faut savoir qu'une telle analyse se déroule en 4 étapes, à savoir l'examen
du risque au niveau du bénéficiaire du crédit, l'examen du risque au niveau de l'objet et du contexte du crédit, l'examen du risque au niveau des modalités du crédit et enfin l'examen du risque au niveau des garanties offertes pour le crédit. Et le thème de ce soir parle de comment faire un rapport d'expertise pour évaluer une garantie hypothécaire dans le cadre de l'analyse d'un dossier de crédit. Dans la pratique, on distingue deux types de garanties, à savoir les sûretés et les garanties développées dans la pratique bancaire. Ce qui nous intéresse dans ce module, ce sont les sûretés réelles, car ce sont des garanties qui portent sur les biens aux créanciers ou à un tiers convenu par le débiteur pour garantir le paiement de sa dette. En fonction de la nature du bien, on distingue deux types de sûretés, à savoir les sûretés réelles immobilières et les sûretés réelles mobilières. Nous allons donc faire un bref rappel en ce qui concerne les sûretés réelles immobilières avant d'aborder de manière technique et pratique comment faire un rapport d'expertise pour évaluer une garantie technique, une garantie hypothécaire dans le cadre de l'analyse d'un dossier de crédit. Alors, il faut savoir qu'on parle de sûreté réelle immobilière lorsque le débiteur remet un bien immobilier au créancier pour assurer le paiement de sa dette. La plus connue demeure l'hypothèque qui représente, autant pour moi, qui représente un droit réel que les créanciers disposent sur l'immeuble du débiteur. Il existe donc une seule catégorie de sûreté immobilière instituée par l'acte uniforme sur la sûreté, à savoir l'hypothèque. Elle est définie comme l'affectation d'un immeuble déterminé ou déterminable appartenant ou constituant en garantie d'une ou de plusieurs créances présentes ou futures à condition qu'elles soient déterminées ou déterminables. Cette sûreté immobilière porte sur un immeuble ou généralement sur un droit immobilier et qui confère à son titulaire un droit de suite et un droit de référence. Et elle n'emporte pas des possessions immédiates du propriétaire autant pour moi. Il faut connaître que l'hypothèque est une garantie très utilisée pour plusieurs raisons. Premièrement, le constituant en premier lieu trouve un avantage. Ensuite, le tiers et les autres créanciers trouvent également avantage à l'hypothèque. Et enfin, le créancier bénéficiaire trouve l'avantage à l'hypothèque car elle lui confère un droit de préférence bien classé. L'acte uniforme portant organisation sur les sûretés constitue ainsi le test de base en matière de réglementation de l'hypothèque. Et il est impératif de souligner que l'hypothèque a deux caractères principaux. Elle est indivisible et spéciale. L'hypothèque indivisible. L'hypothèque indivisible est par nature et subsiste sur les immeubles affectés jusqu'à paiement complet et malgré la survenance d'une succession. L'indivisibilité concerne l'assiette de la garantie d'une part et d'autre part la créance elle-même. Il est à noter qu'en cas de partage, chaque héritier qui reçoit une part de l'immeuble est tenu de la totalité de la dette. Chaque immeuble, donc, en cas de pluralité d'immeubles hypothéqués, répond à la totalité de la dette. Et le créancier peut donc saisir l'un quelconque pour son paiement. Et il s'agit ici de l'indivisibilité en ce qui concerne l'assiette. Quant à la créance, l'indivisibilité signifie que tous les immeubles désignés et chaque fraction de l'immeuble répondent de la totalité de la dette. En conséquence, le créancier peut saisir la portion qu'il désire
Et l'indivisibilité de la créance peut être active ou bien passive. L'indivisibilité active de la créance, par exemple, suite au décès du créancier, permet à chacun des nouveaux créanciers ou héritiers de saisir la totalité de l'immeuble hypothéqué. Et l'indivisibilité passive de la dette, notamment en cas de décès du débiteur, n'affecte en rien la situation du créancier hypothécaire. Parlons maintenant de l'hypothèque spéciale. L'hypothèque spéciale est vue sur deux angles, sur l'assiette de la sûreté et sur la créance garantie. En pratique, il sera donné dans l'acte d'hypothèque une description des caractéristiques de l'immeuble ou des immeubles dans le lieu de situation, la nature, la superficie, le numéro du titre foncier. Le régime de droit commun est celui de l'hypothèque conventionnelle, mais il y a également des régimes spéciaux propres aux hypothèques légales et à l'hypothèque judiciaire. Le régime de droit commun, à savoir les hypothèques conventionnelles, tout d'abord, il est important de dire que l'hypothèque est un contrat conclu entre le créancier qui bénéficie de la sûreté et le constituant qui la concède sur un ou plusieurs de ces immeubles. Il peut s'agir du débiteur ou d'un tiers. On parle dans ce dernier cas de caution réelle et plus précisément de caution hypothécaire dont le régime emprunte aussi bien à celui du cautionnement qu'à celui de l'hypothèque. L'hypothèque est donc constituée pour garantir une créance. Et la créance garantie est le plus souvent une créance présente, c'est-à-dire concomitante à la constitution de l'hypothèque. La constitution de l'hypothèque est soumise aux conditions générales de formation des contrats et surtout à des conditions particulières qui concèdent les parties au contrat et le contrat lui-même. Il est donc important de notifier que le contrat d'hypothèque se forme entre le créancier bénéficiaire et le constituant. Parlant du créancier, il est important de dire que tout créancier peut se faire consentir une hypothèque pour sûreté de sa créance. Il faut toutefois réserver les cas où la demande de constitution formulée alors que le débiteur est en difficulté. Et parlant du constituant, le constituant est celui qui consent une hypothèque sur l'immeuble lui appartenant et il peut s'agir du débiteur ou d'un tiers qui est alors appelé caution réelle. Et le constituant doit être titulaire du droit hypothéqué. Il est important donc de dire qu'il faut toujours s'assurer de la paternité des biens donnés en garantie, surtout par la caution. Comment faire un rapport d'expertise pour évaluer une garantie hypothécaire dans le cadre de l'analyse d'un dossier de crédit? Tout d'abord, il est important de dire qu'un rapport d'expertise immobilière est un document très important, surtout lorsque on veut connaître la valeur réelle du bien immobilier. Lorsqu'on parle d'évaluer les biens immobiliers, on fait référence à la notion de valeur et non à celle du prix. De manière simple, qu'est-ce qu'un rapport d'expertise immobilière? C'est tout simplement un document formel ou officiel qui comporte les études techniques, économiques, fiscales et juridiques d'un bien immeuble ainsi que les conclusions de l'expert. Ce rapport donc va éclairer et sécuriser les décisions des particuliers. L'expertise immobilière donc est différente d'un avis de valeur.
L'avis de valeur est un simple document dans lequel on estime le prix d'un bien, alors que l'expertise donne des caractéristiques spécifiques sur la région, le terrain où est localisé le bien, ainsi que la valeur du bâtiment pris en compte. Et l'expertise est donc plus complète que l'avis de valeur. Au regard de ce qui précède, il est important de dire qu'un expert dans le domaine immobilier doit combiner 4 compétences, à savoir être un bon technicien, être un bon économiste, être un bon juriste et enfin être un bon fiscaliste. Et dans sa fonction, il doit remplir les qualités suivantes: être une personne compétente, intègre, avoir une bonne conscience professionnelle, être humble et avoir du bon sens. Comment se passe donc l'expertise immobilière? Avant de produire son rapport d'expertise, l'expert procède par étapes et il utilise divers outils et documents. Ainsi, voici de manière simplifiée les étapes d'une expertise immobilière. Premièrement, le client va émettre son besoin auprès d'un cabinet d'expertise immobilière. Ensuite, l'expert et son équipe vont descendre sur le terrain pour visiter le bien immobilier. Sur le terrain, ils vont utiliser les documents et pièces fournis par le client, à savoir le titre foncier. Ils vont analyser autant pour moi le bien immobilier et ils vont faire une analyse du marché immobilier dans cette zone où est situé le bien immobilier et ils vont évaluer le bien et produire un rapport qu'ils vont remettre au client. Il faut dire que le rapport produit peut être utilisé dans les négociations amiables, dans le cadre aussi dans le cadre d'un besoin de financement émis par le client auprès d'une institution financière, mais surtout dans le cadre d'un litige ou d'une procédure judiciaire. Le rapport d'expertise immobilière est structuré en plusieurs étapes ou bien plusieurs parties. Il y a la description détaillée du bien immeuble, du bien immobilier, autant pour moi, la description de l'environnement où se trouve le bien, la situation du bien par rapport au cadastre et à l'urbanisme, le positionnement du bien dans le marché immobilier et les facteurs de valorisation et l'analyse de valeur du bien. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous dans cette capsule. Dans les heures qui suivent, je vais partager avec vous je vais dire deux exemples ou deux exemplaires d'expertise immobilière. Premièrement, le premier document va porter sur l'analyse d'un bien immobilier. Donc, le premier document portera sur l'expertise pour évaluer la garantie d'un terrain nu, dont un terrain non bâti. Et de second document, nous allons voir comment faire un rapport d'expertise immobilière d'un terrain bâti, donc avec des constructions dessus. On va voir comment évaluer les constructions et comment évaluer le terrain nu et donner la valeur globale du bien en fait. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir un plus dans votre vie professionnelle. Et je vous donne donc rendez-vous à la vidéo suivante dans laquelle nous allons aborder un thème majeur. Et j'espère que vous allez
trouver beaucoup de valeur dans dans cette vidéo que nous allons partager prochainement. Je vous remercie et rendez-vous à la vidéo suivante.